Bonjour, donc nous continuons aujourd'hui avec une autre expérience de physique réalisable à l'aide d'un smartphone. Alors aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons utiliser l'accéléromètre que vous a présenté Ulysse Delabre précédemment afin d'étudier des systèmes mécaniques simples. Alors comme son nom l'indique, ce capteur permet de mesurer des accélérations, ce qui s'avère particulièrement pratique pour des études de mécanique. Alors afin d'illustrer cela, nous allons nous intéresser au pendule simple. Par définition, le pendule simple est une masse ponctuelle fixée à l'extrémité d'un fil sans masse, inextensible et oscillant sous l'effet de la pesanteur. Alors nous allons voir qu'il est possible de mesurer le mouvement oscillant d'un tel pendule à l'aide d'un smartphone, comme vous le voyez sur cette vidéo. L'accéléromètre nous permet d'avoir accès à la mesure de l'accélération suivant tous les axes. Mais voyons d'abord une brève étude théorique de ce mouvement. À l'instant initial t égale 0, on lâche le pendule à un angle phi par rapport à la verticale sans lui communiquer de vitesse initiale. La masse m se situe dans un champ de pesanteur et est donc soumise à son poids p, et elle est par ailleurs suspendue au bout du fil et soumise à la force de tension de celui-ci, T. La résultante des forces, F, est donc la somme de ces deux forces. Sous l'action de F, le pendule va être entraîné vers la droite, et lorsqu'il arrive de l'autre côté de l'axe vertical, la force F a tendance à l'entraîner vers la gauche. Cette masse m va donc décrire un mouvement oscillant qui la fera passer alternativement de gauche à droite de l'axe vertical. Alors si on représente l'évolution de l'angle phi et de la vitesse v, on observe un comportement sinusoïdal de ces deux grandeurs. Maintenant, entrons un petit peu plus dans les détails. Alors observons tout d'abord que lorsque l'angle phi varie légèrement d'une valeur dφ, la longueur d'arc parcourue par la masse m est égale à L fois dφ. La vitesse v de la masse m étant la dérivée de la position par rapport au temps, on peut la calculer à l'aide de l'expression précédente, v égale ds sur dt, et par conséquent, v égale L phi point représentant la dérivée de phi par rapport au temps. La vitesse est une grandeur vectorielle et est tangente à la trajectoire. Elle sera donc collinéaire au vecteur e phi et s'exprimera L phi point e phi. Alors intéressons-nous maintenant à l'accélération tangentielle, également dirigée suivant e phi. Cette accélération étant la dérivée de la vitesse, elle s'exprime A égale L phi point e phi. Le principe fondamental de la dynamique nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Nous avons donc ici ma égale m fois g plus t. Nous laisserons ici de côté l'accélération centrifuge et on ne s'intéressera qu'à la composante tangentielle de cette accélération, que nous pouvons déterminer en projetant cette équation sur l'axe e phi. On obtient alors l'équation suivante, m fois L fois phi point égale moins mg sinus phi. Cette équation est une équation différentielle du second ordre, phi point plus g sur L sinus phi égale 0. Cette équation ne possède malheureusement pas de solution simple et est très difficile à résoudre précisément. On fera donc ici une approximation en considérant que l'angle phi reste petit et on pourra alors approximer sinus phi par phi. L'équation différentielle du mouvement devient alors phi point plus g sur L phi égale 0. Alors cette équation peut se résoudre et on peut montrer assez simplement qu'elle possède une solution du type phi de t égale A0 cosinus oméga 0t plus bêta. Alors ici, oméga 0 représente la pulsation du mouvement et est égal à la racine de g sur L. Et les grandeurs A0 et bêta sont des constantes que l'on peut déterminer à l'aide des conditions initiales. Alors en effet, en calculant phi et phi point à t égale 0, on obtient les expressions suivantes. On sait par ailleurs que la vitesse à t égale 0 est nulle, ce qui implique que phi point de 0 est également nul, et que finalement bêta est égal à 0. Alors bêta étant nul, on en déduit que A0 est égal à l'angle initial phi 0, et on peut finalement écrire que phi de t est égal à phi 0 cosinus oméga 0t, ce qui correspond bien à l'équation d'un oscillateur. Alors,
La période de cet oscillateur t est égale à 2π sur oméga 0 et donc à 2π fois la racine de L sur G. Il est relativement aisé de déterminer cette période expérimentalement, comme on l'a vu dans la vidéo, en communiquant un mouvement oscillatoire à un smartphone suspendu au bout d'un fil de longueur L. L'accéléromètre nous permet alors d'enregistrer l'accélération du smartphone en fonction du temps, et on peut ainsi observer l'oscillation de cette accélération, et l'analyse de cette courbe nous donne accès à la période du mouvement. Il est possible d'exporter les données enregistrées afin de les traiter plus précisément sur un tableur, sur un ordinateur. À titre d'exemple, nous avons ici effectué plusieurs mesures de la période du mouvement pour plusieurs valeurs de la longueur L. Nous avons ensuite représenté t au carré en fonction de L, et la courbe obtenue montre bien un comportement linéaire entre t carré et f de L. La pente de la droite obtenue est également très proche de celle attendue théoriquement, à savoir 4π carré sur g, soit environ 4 secondes au carré par mètre. Alors en conclusion, nous avons vu que l'accéléromètre présent dans le smartphone nous a permis de mesurer plus précisément la période d'un pendule simple. Pour aller plus loin, il est possible, à partir de la mesure de l'accélération, de déterminer la vitesse et la position en fonction du temps. On peut également avoir accès à l'énergie du système, et on trouvera plusieurs applications pour faire cela. Et on peut également aller plus loin en étudiant les oscillations amorties en présence de frottement, ou encore l'influence de l'angle initial sur la période du mouvement décrite par la formule de Borda par exemple.